vous êtes en altitude et vous avez une panne moteur, à quoi sert le drift down? Est-ce que c'est pressant? Est-ce qu'on peut prendre notre temps? Ben, on va répondre à toutes ces questions. En gros, le drift down sert à s'acheter du temps. S'acheter du temps pourquoi? S'acheter du temps pour traverser un obstacle, des montagnes par exemple. S'acheter du temps pour passer au-dessus de trafic ou même recevoir une autorisation de l'ATC. Il faut avoir plus de temps. Donc, c'est sûr que si on commence à descendre tout de suite, peut-être que c'est pas la meilleure idée. Le contrôleur peut peut-être pas, surtout en RVSM, en altitude. Donc, on veut s'acheter du temps. C'est ça la raison du drift down. Bien, en gros, chez Air Inuit, on s'entend que aux endroits qu'on vole, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, mais il y a certains endroits, les Alpes, tout ça, les Himalayas, ça se peut très bien qu'on ait un problème de ce côté-là. Puis sur votre plan de vol, ça va être écrit, terrain 1, s'il y a une panne à ce moment-là, OK, continuez en route. Terrain 2, tournez à gauche, exemple de 30 degrés. Terrain 3, restez en route. Donc, il y a vraiment des sections, puis ça va être inscrit sur le plan de vol. Nous autres, on n'a pas à vivre avec ça, mais on a d'autres défis. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a certains modèles d'avions, comme l'Airbus 330 par exemple, le ceiling, le plafond sur un moteur pourrait être aussi bas que 13-14 000 pieds. Ils sont très pesants, l'avion, pas très performant justement quand on est à certains endroits. Mais le Boeing 737, nouvelle génération, est extraordinaire, donc on n'a probablement pas ce défi-là de notre côté. Puis surtout qu'on décolle jamais maximum take-off weight parce que c'est notre poids d'atterrissage qui compte, qui est le plus important. Donc nos vols ont environ 2 heures. Donc, oui, on veut s'acheter du temps. On vient de perdre notre moteur, 34 000 pieds. On peut bien faire un pan-pan, puis toute la procédure, on va en parler un petit peu plus loin, mais il faut trouver une manière de rester à cette altitude-là le plus longtemps possible. Pourquoi? Pour traverser les obstacles, comme on disait, pour les trafics, ça se peut qu'on soit au-dessus de l'océan Atlantique, et qu'il faut éviter les trafics ou empêcher l'avion de descendre suivant des trafics, ou qu'on a demandé une autorisation de descendre, puis le contrôleur il dit non, négatif. Là, à partir de là, c'est là qu'on va voir dans la procédure, on peut se mettre un heading, puis zigzaguer à travers les trafics, mais il faut quand même pas descendre trop vite, puis essayer de trouver une manière de ne pas traverser plusieurs paliers trop rapidement. Donc, on veut s'acheter du temps. C'est la règle d'or pour le drift down. Le drift down, c'est simplement pour avoir l'autorisation. Quand on a eu l'autorisation, à partir de là, si on veut descendre, c'est à notre discrétion, oubliez-le pas. Donc, si le contrôleur nous autorise, exemple, 792, on déclare une urgence, ça, on a l'autorisation de descendre à niveau de vol 200, à partir de là, on n'est plus obligé d'utiliser le drift down. Puis même, c'est recommandé peut-être pas de l'utiliser parce que on est quand même proche de des vitesses plus basses. Donc, on peut utiliser une vitesse un peu plus haute, faire un level change, MCP speed, puis aller chercher une vitesse un petit peu plus raisonnable. Comme ça, quand elle va arrêter de descendre, mais on n'aura pas le problème d'être proche d'une vitesse dangereuse, si on peut dire. Donc, le drift down, oui, pour s'acheter du temps. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut y aller à notre discrétion pour quitter notre altitude. Et vous êtes aux États-Unis, vous avez plein de trafic, vous n'avez pas d'autorisation, oui, vous pouvez trouver un corridor, vous mettez votre zoom sur votre mapping, regardez les trafics, puis ça va être à vous de jouer au contrôleur. On va jouer à la partie pour réussir à éviter les trafics, mais pour ça, pas descendre trop vite, donc le drift down va être très important. Vous avez sûrement remarqué pendant ce temps-là, il y avait une vidéo qui roulait, puis il y avait justement une horloge, un chronomètre en bas à droite. Regardez le temps que ça prend avant que la vitesse soit dangereuse en réalité. N'oubliez pas que quand on est dans la ligne jaune, on va pas décrocher. Mais c'est sûr que si on se met à incliner, là, la ligne rouge du bas va se mettre à monter. Donc, c'est une phase qui est quand même assez dangereuse dans le sens, si on a à faire des gros virages, mais si on reste en ligne droite, on ne décrochera pas. Puis avant qu'on atteigne cette ligne, il s'est écoulé quand même énormément de temps. Vous voyez, tout cela a pris 1 minute 59 secondes pour justement atteindre une vitesse dangereuse. Donc, calmez-vous. Souvent, on se précipite. Imaginez vous vous trompez de moteur. Imaginez si vous appuyez pas sur le bon radar. Ça peut être extrêmement dangereux. Donc, vous êtes encore mieux de rien faire, de prendre ça relax. Soyez calme, prenez une grande respiration quand on a une panne moteur et faites surprise. Donc maintenant, on va parler des procédures du drift down parce que il y a des procédures qui ont été établies, des procédures vitales, un drill, une drill qu'il faut apprendre pour justement être à l'aise avec tout ça quand il arrive une panne moteur. Et si vous voulez voir une grosse vidéo que j'ai faite sur le sujet de la panne moteur en altitude, vous pourrez aller voir cette vidéo qui est juste là. Ça fait déjà un petit bout que je l'ai fait, mais ça pourrait vous aider, vous guider à travers ça. Alors, c'est parti avec l'engine inopérative and cruise drift down procédure.
On a une panne moteur, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est l'écran du bas qui vient d'apparaître. Oui, on la garde fermée, mais elle apparaît quand il y a un problème. On enlève le taux throttle d'un côté ou de l'autre, ça c'est important. Et c'est une switch. Oui, on peut la fermer avec l'interrupteur directement sur le MCP, mais c'est très recommandé d'utiliser le bouton de chaque côté de la poignée, un ou l'autre, pas les deux. Souvent, il va lâcher tout seul de toute façon, mais s'il n'est pas lâché, on l'enlève. Là, vous voyez sur l'écran de notre CDU du FMC, on a dans le Cruise Profile, on va trouver l'Engine Out. Puis en appuyant sur Engine Out, oui, c'est évident qu'on va avoir gauche-droite. On choisit le côté, puis ça va nous donner des informations sur justement la vitesse TGT Speed, la vitesse qu'il va falloir maintenir 2,43 dans notre cas, niveau de vol, maximum altitude qui serait 2,25, donc toujours 1000 pieds en dessous pour se garder une marge. Donc dans notre cas, ça serait 21 500, qu'on pourrait donc un chiffron 21 000, donc niveau de vol 2,10. Et le moteur vivant, on pourra l'utiliser à 97% d'N1. Mais là, tout ça, c'est beau, mais encore plus facile quand vous avez une panne moteur. Hop, effet de surprise, qu'est-ce qui se passe? L'autopilote tient bien, auto-throttle désengage, puis on va prendre le thrust lever du bon moteur, puis on va le monter directement en regardant la petite ligne jaune qui est juste là. Et cette petite ligne jaune correspond au compte N1 de 97%. Donc oui, le chiffre est là dans le CDU du FMC, mais capotez pas, on peut le mettre directement en le voyant, donc ça pourrait être très facile à régler de ce côté-là. Là, dans notre cas, on a perdu le moteur numéro 2. Qu'est-ce qui arrive, le numéro 1? Oups! Il crée justement un effet vers la droite, et les ailerons disent « Hey, moi, je veux continuer à m'en aller tout droit », mais on tourne par la droite, donc les ailerons vont faire « Oups! » On va s'en aller à gauche. Nos ailerons vont être à gauche. Et les ailerons à gauche sur un Boeing 737, on veut poisson. Les ailerons dans un Boeing, ça doit toujours être droit. OK? Puis c'est important, puis il y a un petit indicateur juste là sur la contrôle colonne qui va vous aider. Donc quand vous voyez, oups, ils sont d'un côté, il va falloir trouver une manière de compenser avec notre rudder et notre rudder trim par la suite. Et dans notre cas, les ailerons sont à gauche, il va falloir trimer du même côté à gauche, justement pour remettre nos ailerons à droite. Donc vous voyez les ailerons à gauche, pour les ramener au centre, il faut trimer par la gauche notre rudder pour ramener nos ailerons au neutre. Ça, c'est très, très, très important. Et n'oubliez pas, quand vous trimez pour les mettre au neutre, c'est correct selon la puissance qu'on a, mais à chaque fois qu'il y a une variation de puissance et d'assiette, il va falloir compenser un petit peu avec notre rudder trim. Bon, nos ailerons sont droites, on est content, la vie est belle, notre avion va bien, mais là, il va falloir mettre l'altitude du drift down. On va aller chercher l'information qu'on a vue dans le CDU de notre FMC, et qu'est-ce qu'on va mettre dans notre cas ici? Niveau de vol 2.10, on va mettre 21 000 pieds dans notre boîte avec un level change par la suite. On pourrait mettre niveau de vol 2.24, mais on s'entend qu'on veut toujours une petite marge, donc un 1000 pieds en dessous. Donc dans notre cas, ça serait 21 400. On peut y aller avec niveau de vol 2.10. Ça va être parfait. On se garde une marge. On n'est pas à moins de passer les limites d'une montagne. Bon, après avoir appuyé sur Level Change, il faut changer la vitesse dans notre petite boîte, la petite boîte qui est ouverte. Mais là, attention, parce que ça va être en Mac, puis nous autres, on veut mettre la vitesse qui est écrite, vitesse indiquée. Et c'est quoi la vitesse? 247, on appuie sur le petit bouton à gauche, juste ici, c'est haut, puis on va le mettre en vitesse indiquée. Donc, on oublie le Mac et on s'en va mettre 247. Là, on est setupé pour notre descente. Donc, on est encore en LNAV, MCP Speed. On a notre vitesse qui est écrite en magenta 247, très important. Le Primary Flight Display, c'est vraiment votre vie, c'est vraiment votre univers. Confirmez toujours vos informations. Et nous avons 210 juste ici en haut à droite. Et on va commencer notre drift down par la suite. Donc, la vie est belle, tout est stable. Et on peut utiliser le heading si on a besoin de faire du cross-country à travers les trafics ou juste se dévier d'une voie aérienne. On ne veut pas descendre au-dessus des avions, mais ça, c'est à votre discrétion selon vos besoins. Mais sinon, on peut rester en LNAV si tout est correct. Donc, par la suite, le pilote monitoring, lui qui monitore, va être sur les radios pour appuyer sur, justement, on s'assure que notre sélection est sur la radio qu'on veut communiquer, puis avec votre bouton directement sur votre yoke ou le petit bouton en haut à droite ou en haut à gauche pour les commandants. Il est vraiment agréable, vous appuyez dessus, ça fait vos communications. C'est plus facile que de se mélanger des fois avec le bouton sur le yoke. Mais ça peut être une option. On appelle le contrôleur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pan, Inuit 792. On vient de perdre le moteur, dans notre cas, le numéro 2. Et puis, on va faire un drift down. On prendrait niveau de vol 200. Le pilote monitoring va mettre également le transpondeur sur 7700 pour donner le code de l'urgence. Et le TCAS sur T only, parce qu'on ne veut pas que la résolution nous fasse faire quoi que ce soit. Mais on veut quand même avoir un Traffic Advisory, mais on oublie la résolution. Et par la suite, on va appeler la drill ou la checklist appropriée. Bref, vos procédures de compagnie, l'Emergency Action Guideline. Prenez votre temps, achetez du temps. Quand vous l'avez, descendez comme vous voulez à votre discrétion en level change. Et
faites vos procédures. Donc, la drill est là pour vous guider initialement. Puis par la suite, bien, on y va selon les procédures tranquillement jusqu'à temps qu'on revienne atterrir. Et voilà, donc la drill la Drift Don't Drill qu'on vient de voir ensemble, c'est un jeu d'enfant sur un Boeing 737, nouvelle génération.